Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 22 février 2022. Ici Lydia Jacques. Aujourd'hui, à Érable en bref, la TVCE a invité cette semaine Luc Berthold, député conservateur de la circonscription de Mégantic-l'Érable, chef adjoint au sein du Parti conservateur et maintenant lieutenant politique du Québec. Un changement de fonction pour le député suite au départ de Erin O'Toole. Aussi, nous allons parler d'agriculture avec Yves Charlebois, qui nous apprend que les Québécois adorent les avocats, considérés comme un fruit exotique aux nombreux bienfaits, dont celui d'être un excellent coupe-faim. L'avocat serait aussi bon que les carottes, sauf qu'il est aussi considéré comme un fruit calorique selon le site passeportsanté.net. Et il va choisir ce sujet car les Québécois adorent les avocats. En manchette donc cette semaine, eh bien, Pierre Fortier, le nouveau maire élu depuis novembre dernier, a fait un bilan positif de ses 100 premiers jours. Il a dit que le fait d'avoir été conseillé et de connaître les différents dossiers a beaucoup aidé à la rapidité d'exécution du travail à réaliser donc avec son équipe. Le communiqué de presse mentionne les différents dossiers tels que la pérennité de l'église Saint-Calixte, l'achat de terrain pour agrandir le parc industriel, revitalisation du centre-ville et le désir de collaborer avec la paroisse pour divers projets. Déjà, un premier lac à l'épaule s'est déroulé le 5 février dernier. Le manque de main-d'œuvre et de logement et le manque de place aussi dans les garderies sont des causes prioritaires pour le nouveau conseil. En terminant, M. Fortier siège sur 6 comités à la MRC de l'Érable, dont le comité administratif. Il a procédé à la levée de terre du nouveau complexe médical de Plessisville. Il a adopté le budget 2022 en gelant le taux de taxation commerciale. Il a tenu plusieurs échanges constructifs avec les élus de la paroisse de Plessisville, notamment lors d'une première rencontre conjointe des 2 conseils municipaux le 5 février dernier. Eh bien, c'est fait, la ville de Plessisville et la paroisse se sont rencontrées le 5 février dernier. Tout a commencé par une visite en autobus, question de mieux connaître les enjeux, mais également les défis. Une visite de l'usine de traitement d'épuration des eaux usées, les stations de pompage, dont celle de la prise d'eau brute à Notre-Dame-de-Lourdes et le garage municipal de la paroisse. Les élus ont d'ailleurs ciblé des sites potentiels pour le développement industriel et résidentiel pour le Grand Plessisville. Le maire de Plessisville-Paroisse, Jean-François Labbé, s'est également réjoui de cette première rencontre car il souhaite devenir de réels partenaires donc avec la ville. Je suis heureux de voir que les élus de la ville et de la paroisse ont tous le regard tourné vers l'avant. Nous avons un défi devant nous, mais je crois que tous les espoirs sont permis lorsque la volonté est là. C'est ce qu'a d'ailleurs conclu le maire Jean-François Labbé. Et maintenant, vente conclue entre la municipalité de Saint-Ferdinand, mais aussi l'homme d'affaires Jean-Marc Benoît et son fils Karel. Le coût de la transaction, 65 800 $. Les 2 hommes d'affaires ont l'intention de rénover pour un montant de 150 000 $, question de transformer le presbytère en chalet de location. Tout cela sera remis à neuf. Notons enfin que le presbytère de Vianney a été construit en 1926-1927 sur le terrain d'un citoyen qui en avait fait don donc à la fabrique. Alors, Luc Berthold, bonjour. Bonjour. Luc Berthold, ça bouge beaucoup au sein du Parti conservateur, mais aussi dans votre vie au niveau politique. J'ai envie de commencer tout de suite parce que j'ai pas dit encore votre titre parce que je voulais d'abord qu'on en parle. On sait que Alain Reyes a quitté le poste donc de lieutenant politique du Québec. Et comment ce poste est venu à vous, Luc Berthold? Vous savez, en politique, une semaine, c'est long, hein? Imaginez, nous, on a vécu des semaines qui, en une journée, on vivait parfois ce qui peut se passer dans une semaine. Donc, en peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous l'avez mentionné, le chef du parti a démissionné suite à un vote de confiance au sein du caucus. Donc, on a maintenant une nouvelle chef intérimaire, une nouvelle équipe de direction au parti. Il y a donc des nouvelles personnes qui maintenant sont à la tête de l'équipe à la Chambre des communes et la nouvelle chef intérimaire jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau chef permanent au parti pour remplacer M. O'Toole. La chef intérimaire s'appelle Candice Bergen et elle m'a appelé un samedi en après-midi pour me demander si j'étais intéressé
à devenir le chef adjoint du parti et aussi d'occuper les fonctions de lieutenant politique pour le Québec. Évidemment que c'est une offre assez intéressante, quoique avec tout ce qui se passe actuellement dans le Parti conservateur, on peut se dire que c'est une tâche qui a son lot de défis. J'apprécie beaucoup, mais après avoir consulté ma famille, j'ai accepté. Donc, Mm. effectivement, maintenant, je suis chef adjoint et lieutenant politique pour le Québec Oui, je du pensais Parti que conservateur. Alain Reyes avait peut-être suggéré ou proposé votre nom également. Vous, C'est possible. Vous savez, ça, c'est des discussions qui se passent entre les leaders puis les gens. Donc, peut-être qu'Alain a suggéré mon nom. On est des bons amis. On travaille ensemble depuis longtemps. On a travaillé à l'organisation de congrès du Parti conservateur du Canada ensemble pour le Québec. On a travaillé ensemble dans des courses au leadership, donc on se connaît très bien. Puis en étant voisins de comté, évidemment qu'on travaille régulièrement ensemble aussi. Je pense qu'Alain a fait un excellent travail comme lieutenant politique pour le Québec. Il a su amener, quand il a été là, quand il a occupé son rôle, beaucoup de cohésion dans le message au Québec, beaucoup de cohésion dans la façon dont les médias nous percevaient. Donc, moi, je trouve que les chaussures que je dois chausser actuellement en étant le successeur d'Alain à ce poste-là sont très, très grandes. Mais bon, il m'a confirmé qu'il était là pour m'accompagner. J'avais besoin d'aide, donc on va continuer à travailler en collaboration pour faire en sorte que le Parti conservateur du Canada et particulièrement au Québec, on soit les plus compétitifs possibles pour la prochaine élection fédérale. Bon, c'est quoi les responsabilités d'un lieutenant, tiens, juste en gros, là? En gros, Mm. comme je le mentionne, je suis aussi Mm. chef adjoint, ce qui est Oui. très Ben, différent d'être uniquement lieutenant. Euh, c'est que je dois combiner deux rôles. Dans le fond, c'est d'assister la chef du parti, soit à la période de questions, dans toutes les réunions où on prend des décisions sur les sujets qui vont être amenés à la Chambre des communes, sur des politiques qu'on va débattre. Donc, j'accompagne la chef et l'ensemble de mes collègues là-dessus. Je suis la voix du Québec également aux côtés de Mme Bergen pour nous assurer que les Québécois soient bien entendus dans la direction du parti. Et comme ça, c'est le côté chef adjoint. Et le côté lieutenant politique, il y a comme deux volets. Il y a un volet pendant la préparation d'une campagne électorale où on veut battre le gouvernement. Et il y a un volet comme celui où je me trouve actuellement, qui est pendant une course au leadership, où les membres de notre parti vont devoir choisir un nouveau chef. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Alain a quitté ses responsabilités de lieutenant politique pour le Québec, car il voulait s'impliquer dans le choix du nouveau chef. Et quand on est dans une équipe de direction intérimaire comme je le suis, on ne peut pas s'impliquer pour ne pas favoriser aucun des candidats dans la course au leadership. Donc, mon rôle va être de faire en sorte de continuer de motiver les troupes, les présidents d'associations, de faire en sorte qu'on augmente notre membership, de s'assurer que le parti a des sous pour faire face à la prochaine campagne électorale qui va venir après la course au leadership. Mais j'ai dû prendre un engagement de ne pas appuyer aucun candidat pendant cette course-là. Donc, je dois rester neutre, mais je suis là quand même pour nous assurer que les Québécois soient bien entendus à la Chambre des communes. Oui. Est-ce que vous avez quand même pensé de vous présenter comme Non, prochain chef du parti? Est-ce que ça fait non. partie de vos choix de carrière plus tard, Non, peut-être? c'est pas dans mes choix. J'ai jamais prévu non plus longtemps d'avance mes décisions. La dernière fois que je l'avais fait, c'est quand j'étais maire de Thetford Mines, Mm. quand j'avais décidé que je quittais la mairie avant une élection. Puis j'avais fait cette prédiction-là que je ne referais plus de politique avant que ma plus jeune de mes filles, à l'époque était toute jeune, ait obtenu son doctorat. Bon, ben, elle n'a pas son doctorat, elle est au cégep, ça fait déjà 6 ans que je suis député. Donc, cette prévision-là, ce n'est pas avérée vraiment bonne. Donc, je préfère attendre et voir les événements. Pour l'instant, ce n'est pas effectivement un travail qui m'intéresse. J'aime mieux travailler avec les gens de mon comté. Les responsabilités que j'ai me vont très, très bien, me satisfont. Puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler et à représenter les gens de chez nous, mais aussi du Québec à Ottawa. Comme Bon, ça. maintenant, on va revenir avec, parce que, est-ce qu'on peut appeler ça un putsch pour Erin O'Toole ou, hein, parce que ça prend quand même, pour demander un vote de confiance, c'est le caucus qui décide de demander justement qu'on vote là-dessus sur son chef. Est-ce qu'il est encore la meilleure personne à être chef?
Ben, il y a deux choses. Premièrement, il y a une loi qui existe au Parlement qui a été adoptée par le caucus conservateur qui permet à 20 des membres du caucus de demander un vote des membres du caucus sur le leadership du chef. Et Vote c'est de ce qui est confiance. arrivé. C'est ça. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu au moins 20 de nos membres qui ont demandé qu'on fasse un vote sur le leadership du chef. Les gens ont tous vu les résultats. Le chef n'a pas obtenu la confiance du caucus, donc il a démissionné peu de temps après de son poste de chef du Parti conservateur du Canada. Aaron a fait quand même beaucoup, beaucoup de travail pour le Québec. Je dois dire, dans la dernière campagne électorale, il y avait une plateforme pour le Québec, il y avait des Québécois autour de lui, il avait appris le français à une vitesse vraiment Mhm. exceptionnelle. Donc, je pense qu'on reconnaît tous ces qualités-là d'Erin, qui était, on pouvait dire que c'était quelqu'un qui avait à cœur les intérêts du Québec et qui croyait que le Québec pouvait faire une différence dans une élection. Mais malheureusement, il y a eu d'autres problèmes de leadership, pas capable de garder les troupes unies dans des enjeux qui étaient un petit peu plus difficiles et ça a amené à la situation dans laquelle on est actuellement. C'est ça, c'est le fameux leadership qui a nui donc à Aaron O'Toole. Ben, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens sentent qu'il y a une direction, puis ce qu'on semblait dire, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il manquait cette direction-là au parti. Depuis que cette élection-là a eu lieu, depuis ce vote-là, les gens travaillent à s'unir davantage parce que il n'y a plus eu d'enjeu de leadership. Tout ça remonte, là, c'est un peu long à expliquer, là, mais tout ça remonte à la course au leadership où M. O'Toole s'était présenté en sollicitant les votes des franges plus extrêmes du parti. Il a été élu par les membres et pour gagner une élection, il s'est rendu compte qu'il fallait élargir sa base, élargir les horizons, puis aller solliciter les franges plus du centre. Et les premiers qui l'ont appuyé n'ont pas vraiment apprécié ce changement de cap-là, ce changement de direction-là. Mais vous savez, si on avait gagné l'élection, la dernière élection, Mm. avec ce changement-là, M. O'Toole serait considéré comme un héros par tout le monde Oui. parce que c'est le but. Un parti politique veut gagner le pouvoir. Malheureusement, on a perdu l'élection, même si on a fait mieux en termes de vote populaire que les libéraux, même si au Québec, on a eu 30 000 voix de plus qu'à l'élection précédente, ça n'a pas été suffisant. Donc, quand il y a des défaites dans les partis politiques, ben, tous les petits bobos ressortent, puis c'est ce qu'on a vu survenir lors de l'élection, lors de ce vote de confiance-là au sein du caucus. Oui, et je sais que pour la plupart des gens de la région, c'est grâce à vous si on a appris à connaître aussi Erin O'Toole, parce que vous nous l'avez comme présenté aussi à votre manière, là. Ben, à partir du moment où M. O'Toole est devenu le chef du parti, il fallait effectivement le faire connaître, partager son programme, sa vision aux gens de Mégantic-L'Érable. Et il faut aussi se dire que lors d'une campagne électorale, les débats jouent un grand rôle. Beaucoup de gens attendent les débats, donc attendent la performance du chef. Et donc, ils doivent connaître le chef. Donc, c'est le rôle des députés de chaque parti politique de faire connaître leur chef dans leur comté. Puis, bon, ben, moi, j'ai essayé de le faire connaître au mieux, les bons côtés. Puis surtout l'intérêt qu'il avait pour les dossiers du Québec. Je trouvais que c'était important que les gens de Mégantic-L'Érable connaissent cet intérêt-là d'Erin O'Toole. Mhm. Et je sais qu'avant le vote, hein, plusieurs députés se sont fait poser la question, est-ce que vous allez voter pour Erin O'Toole? Je sais que les journalistes n'ont pas eu de réponse de la part de tous les députés, parce que même les députés, la veille, personne donc n'accordait d'entrevue. Ça, est-ce que maintenant, vous pouvez quand même vous prononcer sur... J'ai même pas non? envie, j'ai même pas d'intérêt de dire comment ça va parce que maintenant on regarde vers l'avant, on a un chef intérimaire, on a une course au leadership qui commence. Je pense que c'est notre but maintenant, c'est de trouver la bonne personne qui va être là pour nous diriger, qui va unir le parti, puis qui va faire ce qu'on veut pour la plupart tous, c'est-à-dire se défaire du gouvernement libéral actuel. Voilà. Alors, justement, une autre question, peut-être, oui, parce que l'entrevue achève. Est-ce que, c'est ça, quand un chef s'en va, on dit, bon, ben, il y a une division, qu'est-ce qu'on va faire pour ramener, rassembler, unifier? Parce que
c'est ça qu'il faut faire avant, euh, parce que le prochain aura à rassembler Ben, le le Parti prochain, là, on va avoir une conservateur. campagne. On va avoir une Mhm. campagne au leadership. Ouais. Chaque campagne au leadership d'un parti divise un peu parce que là, on a des gens qui s'opposent, il y a différentes visions, puis tout ça. Donc, on va voir ça. Mais le rôle que j'ai avec Candice Bergen, avec toute l'équipe de direction, justement, c'est de maintenir les troupes unies à la Chambre des communes contre le gouvernement, continuer d'avoir une opposition forte au gouvernement pour offrir un caucus en bonne santé au prochain chef. Donc, notre rôle, c'est ça. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs députés qui vont appuyer des candidats, il y a plusieurs députés qui vont prendre parti dans cette course-là. Et ça, ben, c'est le propre d'une course au leadership. Donc, le travail qu'on a ne sera pas facile, mais c'est un défi que je relève avec beaucoup d'enthousiasme, comme tous les défis que j'ai relevés dans ma carrière jusqu'à présent. Bon. Les noms qui sortent actuellement? Je ne peux pas parler Ah, OK, parfait. Non, ça, parce c'est que je votre dois être droit. neutre. Donc, Oui. pour l'instant, il y a un candidat qui s'est annoncé officiellement, c'est M. Poilievre. Il y a plusieurs autres noms qui circulent. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis content de voir qu'il y a de l'intérêt pour le poste. C'est parce Mhm. que des gens pensent qu'on peut offrir une alternative au gouvernement Trudeau pour la prochaine élection et c'est un signe d'un parti en bonne santé. Parfait. Dernière question, j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Quand on parle qu'il y a différentes visions, c'est quoi les différentes visions, les deux côtés de médaille? Ben, ça, c'est les médias qui disent qu'il y a différentes visions. Le Parti conservateur, c'est un parti de coalition, des gens de toutes sortes d'intérêts. Il y a des gens de l'Ouest, il y a des gens du Québec, il y a des gens qui sont, des gens qui sont plus de droite, des gens plus centristes, des progressistes. Donc, on est une coalition et on a toujours été capable de travailler ensemble parce qu'on travaille sur ce qui nous unit, c'est-à-dire d'offrir un gouvernement qui est fiscalement responsable, qui respecte la liberté des citoyens. C'est ce qui unit les conservateurs. Puis quand on travaille ensemble sur ces éléments-là, ben, on réussit des grandes choses, puis on réussit à- à être au gouvernement parce qu'on est une alternative aux libéraux. C'est d'où l'importance de travailler pour garder ce parti-là uni. Bon, dernière question. Dans toute l'histoire du Parti conservateur, est-ce que ça arrive souvent qu'on demande des votes de confiance? Ben, c'est la première fois dans ce cas-là que c'est arrivé comme ça, parce que c'est la première fois qu'on appliquait cette loi du Parlement-là qui permet au caucus de faire ça. Les caucus peuvent décider ou pas d'adopter la loi quand tout de suite après l'élection, notre première réunion de caucus, on doit décider si on applique les règles de cette loi-là à notre caucus ou pas. Le Parti conservateur est le seul parti qui avait accepté d'appliquer ces règles-là. Donc, c'est la première fois qu'il était en application. Est-ce qu'après une défaite électorale, les partis politiques contestent leur leader? Ben, c'est généralement toujours le cas, quel que soit le parti. Il va toujours avoir une petite contestation d'insatisfaction. C'est arrivé lorsqu'on a perdu avec le chef Andrew Scheer, c'est arrivé avec Erin O'Toole, et ça n'arrivera plus parce qu'on a bien l'intention de gagner la prochaine élection. Voilà. Et comme l'a dit Erin O'Toole, j'accepte la décision du vote aussi. C'est ce qui s'est produit également. Et nous, on regarde vers l'avant, puis on va essayer de trouver le meilleur chef pour le parti. Bon, mais dans ce cas-là, hein, les autres questions, je pense que vous n'allez pas répondre, Luc Berthold, mais le temps est déjà terminé. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une belle continuation et j'en profite, tiens, pour vous féliciter parce que tout de même, c'est des postes de très grande responsabilité. Alors, je pense que les gens de la région vont être fiers de vous encore une fois. Ben, merci Ben, beaucoup, Luc merci. Berthold. À la Merci, au prochaine. revoir. Au Bye bye. revoir. Alors, je m'entretenais avec M. Luc Berthold, donc député conservateur de la circonscription de Mégantic-Lérable, chef adjoint au sein du parti donc conservateur et maintenant lieutenant politique du Québec. J'ignore si vous aimez les avocats, mais chose certaine, vous allez adorer la prochaine chronique, puisque c'est Yves Charlebois, notre chroniqueur agricole, qui a décidé de choisir ce fruit qui est très nutritif. Yves Charlebois, bonjour. Oui, bonjour. Yves Charlebois, là c'est vrai, on parle des avocats, le fruit, je me trompe Oui, pas? pas ceux avec des toges au palais de justice. Voilà, alors maintenant, le dossier est clair. Alors, Yves, pourquoi les raisons qui vous amènent à parler des avocats, on aurait pu parler des framboises. Oui, ben parce que dimanche dernier, c'était la période où la plus haute consommation de ce fruit dans le monde, c'est lors de la fin de semaine du Super Bowl. Et pourquoi? Parce que
Qu'est-ce qu'on fait avec des avocats? De la guacamole, qui est une purée d'avocats avec tomates, oignons, ail, etc. C'est tellement bon aussi. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus gros commanditaire du Super Bowl à la télévision? Ce sont les croustilles Tostitos, faites de maïs, où il y en a en version blé entier aussi. Fait que eux, ils commanditent, et qu'est-ce qu'on consomme avec ça? Soit du chili con carne ou bien de la guacamole. Voilà. Et puis, vous aussi, vous en mangez. Vous êtes un adepte quand même de l'avocat, là. Oh, oui, j'en consomme souvent. C'est ça, souvent. Hein? Alors, donc, parle-moi un peu de... Est-ce qu'on parle de la consommation mondiale ou plus au Québec? Bien, si on parle de... Ben, c'est un fruit qui est originaire d'Amérique du Sud et on en cultive ailleurs. Maintenant, le plus gros producteur d'avocats au monde, c'est le Mexique. Et 85 de leur production, c'est pour l'exportation chez nous, aux États-Unis ou au Canada, qu'on en produit énormément. Ailleurs, au sud de l'Espagne, ils en ont. Il y en a en Corse, il y en a en Chine, etc. C'est une plante qui est tropicale. Fait que ça ne pousse pas ici. Évidemment, ça ne pourrait pas passer l'hiver parce qu'il faut la maintenir au maximum, au minimum à 4 degrés Celsius. Fait que si ça gèle, ben ça ne peut pas fonctionner. Puis également, pour la croissance de la plante, ben ça prend également une température très chaude pour une température tropicale. Oui, et les yeux bandés, est-ce qu'on peut identifier si notre avocat vient de l'Espagne? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas. J'ai jamais goûté à ceux de l'Espagne. Puis il y a énormément, c'est comme les oranges ou la plupart des plantes, il y a énormément de variétés. Vous remarquerez que dans nos supermarchés ici, on a c'est toujours assez standard, c'est des petits avocats. Mais si vous allez dans des fruiteries spécialisées, vous allez en trouver des beaucoup plus grosses. C'est plus gros que ce qu'on retrouve en épicerie conventionnelle. Bon, et maintenant, quand on mange l'avocat, on a toujours de la difficulté à enlever le noyau aussi. Bien, on le coupe en deux, puis le noyau avec une cuillère, on l'enlève tout simplement. C'est simple que ça. Vous voyez, je me donne beaucoup de misère. C'est ça. Hein? Et ce qui arrive aussi, c'est que, comme je disais, il y a plusieurs variétés. Fait qu'un arbre, un avocatier, ça peut mesurer à peu près aux alentours de 5 mètres. Environ, ça peut aller jusqu'à 20 mètres, tout dépendant de la variété. Puis là, il y a tout un débat autour de la culture de l'avocat parce que c'est très payant de produire des avocats. Oui. Et les plantations, d'ailleurs, au Mexique, sont même gardées avec des gens armés mais pour ça, parce qu'en fond, il y a vraiment un gros commerce qui se fait de ce côté-là. Et le gros débat, c'est qu'on fait de la déforestation pour en cultiver davantage. Et là, les mouvements écologistes sont en grippe contre les producteurs d'avocats. C'est la même chose ailleurs, là, en Espagne et compagnie. Ce qu'on fait également, comme c'est des terres publiques, bien, très souvent, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, les producteurs, ils vont planter des fruits, des avocatiers. Et quand ils ont commencé à avoir une certaine hauteur, bien, on coupe les arbres autour. Ou bien non, on fait intentionnellement des feux de forêt. Et ça permet de dénuder le sol et Mais ça me fait penser à une situation comme les palmiers avec l'huile de palme. Oui, la même chose. C'est un peu la même... c'est ça, il y a le débat aussi, on fait de la déforestation. Mais tu sais, c'est toujours comme ça, hein, partout où l'homme a passé. Regardez, dans la région ici, c'était des forêts. Et maintenant, bien, on a des terres cultivées, tu sais, c'est un peu ça. Voilà. Alors, donc, si vous avez choisi de nous parler aussi du fruit de l'avocat, vous avez sûrement des chiffres? Oui, bien, la consommation mondiale de l'avocat, depuis 10 ans, a explosé de 250 % Et là, c'est rendu que les Chinois ont découvert l'avocat depuis une dizaine d'années. Ils en consomment énormément, ils sont nombreux. Oui. Ils ont probablement les moyens de se l'offrir. Probablement aussi, il y a des endroits en Chine qui peuvent peut-être le cultiver. Là. Ça, j'en suis pas au courant. Il y a l'année passée, l'année d'avant, il y a eu 377 000 tonnes d'avocats qui ont été produites, au Mexique. Voilà. Et pour le pays, à même le pays là, où on cultive l'avocat, ils en ont assez pour la population aussi. Oui, hein, mais comme j'expliquais tantôt, c'est que 85 % est exporté, mais on en consomme. Si vous allez dans les pays chauds, il y a de l'avocat, il y en a partout. Hein. Vous allez même à Cuba, vous allez dans n'importe quel pays des Antilles, ils en cultivent probablement localement, mais des grandes plantations, pour M. Del Monte et compagnie, bien là, on parle de superficie
très, très grande. Voilà. Alors, d'autres données intéressantes sur l'avocat? Non, pas vraiment. Là, simplement pour vous dire qu'il y a un débat de ce côté-là. Oui. Et je sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Tant qu'il va y avoir des gens pour acheter des avocats en quantité astronomique, ben, il y aura des gens pour les produire. Malheureusement, c'est ainsi fait. OK. Puis ma dernière question, c'est quand même celle-ci, parce que moi, je prends toujours le dossier de l'huile de palme, parce que je le connais un petit peu mieux. C'est qu'il est tellement devenu hydrogéné et transformé, parce que la cocotte, si on veut, du palmier, comment ça s'appelle, la petite cocotte là, qui fait Ben, c'est l'huile de palme, les graines de ça, qu'on presse pour faire de l'huile. C'est ça, on la presse, c'est ça, on fait de l'huile, mais ça a tellement des belles propriétés, mais seulement quand c'est dans le pays où c'est cultivé. Ouais. Après ça, il y a tellement de transformation que ça devient On peut, comme de palme. l'huile de palme, on peut s'en procurer de façon nature dans certaines boutiques ici, mais très souvent, c'est extrêmement transformé pour rentrer dans les produits alimentaires. Oui, parce qu'au départ, ça a une petite couleur orangée, Ouais. puis quand nous, on l'achète, c'est blanc. Oui, c'est Alors, ça. vous voyez, c'est ça la transformation. Est-ce que c'est la même chose pour les avocats? Non, les avocats, ben, puis c'est une question aussi que je me posais, un peu comme les bananes, ça prend combien de temps quand il y a la récolte et quand est-ce qu'on la mange? Est-ce que ça passe à l'éthylène comme des bananes? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette donnée-là. J'aimerais ça peut-être parler avec un fournisseur d'avocats, un importateur. Moi, on fera des recherches de comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce que les bananes, vous savez, on les reçoit, c'est vert, et ça passe à l'éthylène et ça peut se conserver à peu près 2 semaines par la suite. C'est ça. Ils ne sont pas consommables quand on les reçoit au Canada. Voilà. Alors, merci de nous le faire savoir Ouais. en même temps. Bien, merci beaucoup, Yves Charlebois. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on se dit à une prochaine chronique, évidemment. Merci. Alors, voilà. Maintenant, je pense qu'on va se faire une belle petite recette. Une salade d'avocat, ce serait même très bon pour votre prochain repas. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié aussi votre partie de Super Bowl qui a eu lieu, évidemment, en fin de semaine dernière. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Érable en bref se termine ici. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.